nouveautés dans la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, que ce soit sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique. Donc, comme vous saviez tous, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, donc c'est un trouble respiratoire qui est marqué par des apnées. C'est un problème de santé publique, donc, qui touche plusieurs millions de patients, donc, avec une prévalence importante, avec des comorbidités associées, comme des comorbidités cardiovasculaires, des accidents de travail, accidents de circulation, plusieurs pathologies associées. Donc, devant l'ampleur de ce problème, que ce soit les comorbidités et le nombre important de patients, donc il est impératif de développer des approches nouvelles. Donc, c'est vrai, il y a des approches thérapeutiques, diagnostiques et thérapeutiques, mais il faut simplifier la prise en charge, que ce soit diagnostique, que ce soit thérapeutique. Donc là, c'est une classification de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, avec une classification légère, donc modérée et sévère. C'est important dans la prise en charge. Si on met un mot sur l'historique, il faut savoir que ça remonte à l'époque d'Hippocrate, donc qui a décrit un œdème de la luette. Donc avant, il y avait une notion d'étouffement. Mais avec le temps, aux années 1960-70, qu'il y a un bond sur le plan diagnostic et prise en charge avec l'avènement de la polysomnographie, de la CEPA en 1980 et actuellement d'autres alternatives thérapeutiques comme la chirurgie, surtout le neurostimulateur de l'hypoglosse. Sur le plan physiopathologique, donc il y a un mécanisme important et ça va en découle la prise en charge. C'est un collapsus pharyngé. Donc tout le processus de l'apnée du sommeil se passe au niveau du pharynx. Donc il y a une diminution de tonus musculaire au niveau du pharynx. Une diminution qui va engendrer un collapsus. Ce collapsus va donner une apnée ou hypopnée avec des micro-éveils. C'est un mécanisme de résistance de l'organisme et ça va rentrer dans un cycle vicieux, c'est-à-dire sur le plan chirurgical. Après, on va mettre un mot sur le neurostyle qui intervient dans le tonus pour maintenir ce tonus musculaire. Toujours sur le plan physiopathologique, donc on a les facteurs anatomiques, c'est important, les facteurs anatomiques, surtout le morphotype du patient. Donc après, vous allez voir le scanner en 3D qui va nous apporter beaucoup sur ce diagnostic, c'est-à-dire le dépistage. On peut dépister rien que par un scanner en 3D les patients qui sont susceptibles de faire des apnées et les patients qui n'ont pas apnéique. Donc, les données épidémiologiques, c'est surtout la surmortalité qui est à 13% chez les patients qui présentent le syndrome d'apnée obstructive, surtout supérieur à 15, donc dans le modéré à sévère. La prévalence, c'est les pathologies associées. Vous voyez bien le diabète type 2. Donc, tout ça, j'ai mis juste, c'est des rappels pour vous montrer l'importance de ces innovations. Les conséquences. Les accidents, les conséquences cardiovasculaires, l'hypertension, c'est-à-dire c'est l'impact sur la santé publique. Aspect clinique, donc c'est l'entourage, il y a des symptômes nocturnes et diurnes, d'accord? C'est surtout les scores qui étaient utilisés. Donc ça prend beaucoup de temps. Actuellement, il y a d'autres examens qui nous orientent facilement vers les patients qui présenteraient un syndrome d'apnée du sommeil, comme le score de Berlin qui est utilisé beaucoup plus pour le dépistage. Donc ça prend du temps. Il faut associer ces questionnaires à d'autres examens cliniques. Or que avec le scanner 3D, donc ça nous oriente facilement vers les patients qui présenteraient ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le point est la taille, donc surtout l'IMC, donc qui contre-indique certaines interventions qu'on va citer après. Pour l'examen physique, donc l'examen pharyngolaryngé, il est important. Actuellement, surtout, on va mettre un mot sur l'endoscopie du sommeil. Les différents types d'enregistrement, donc
Avant, on utilisait seulement la polygraphie et la polysomnographie, qui était apnée de sommeil, des polygraphies, polysomnographie. Actuellement, il y a par exemple le Watchpad. Le Watchpad, donc c'est un examen qui est facile, qu'on peut faire à la maison sans consultation. Donc le patient l'achète directement et il sera mis en contact avec un médecin de sommeil donc, qui va interpréter. C'est facile parce que parfois, pour faire cet examen polygraphie ou polysomnographie, les patients désistent. Donc, avec la lourdeur et la difficulté de ces examens. Mais avec le Watchpad, donc c'est facile. Le patient achète le dispositif, il le met à la maison et le médecin peut interpréter par connexion Wi-Fi, donc il peut interpréter directement à la maison. Le seul souci avec cet examen, c'est que c'est un examen à usage unique. Donc on ne peut pas le mettre pour plusieurs malades. Chaque patient achète son Watchpad. Il y a autre examen c'est-à-dire c'est des examens nouveaux comme la mesure des mouvements mandibulaires. Cette mesure, elle est faite par un mécanisme qu'on appelle Sunrise. Donc, il est développé en Belgique. Il suffit de mettre ce patch au niveau de la mandibule. Pourquoi la mandibule? Parce que la mandibule, pratiquement tous les muscles du pharynx sont liés à cette mandibule. Et le cycle de sommeil a une influence sur la mobilité et les vibrations au niveau de la mandibule. Donc, rien qu'avec cet examen, on peut calculer le sommeil, donc les différentes étapes de sommeil, les apnées et plusieurs autres signes. Comme vous voyez ici, par exemple, c'est les résultats de la journée, donc les mouvements de la mandibule. À gauche et à droite, c'est la polysomnographie. Donc, pratiquement sur le diagramme, donc sur les résultats, on voit bien qu'elle donne les mêmes résultats pratiquement. C'est vrai, c'est un nouveau examen. Donc, le premier test qui ont été faits en France, c'est en 2018 sur 400 patients, dont les résultats de la polysomnographie et de ces mouvements de la mandibule pratiquement étaient identiques. Si on passe à l'exploration topographique, c'est-à-dire l'exploration de l'endroit où se passe ce collapsus, parce que le collapsus pharyngé, c'est pas seulement au niveau de la langue. Donc on a le collapsus au niveau biliaire, on a au niveau de l'épiglotte, donc il y a plusieurs sites où on peut avoir ce collapsus. Avant, on utilisait la céphalométrie seulement. Mais la céphalométrie, elle ne donne pas le site sur les tissus mous. Donc, c'est un examen radiologique. On peut le faire même à la consultation. Donc, avec des points de repère, évidemment. Donc, on fait passer ce scanner au patient. Elle nous montre exactement l'obstruction. Donc, vous voyez bien, sur l'IRM, on voit la respiration. Donc, on voit l'obstruction au niveau pharyngé. On l'apnée obstructive du sommeil par la visualisation de... Là, c'est connecté au smartphone, donc tout se passe sur le smartphone. Comment ça fonctionne sur le neurosite? Patient. L'indication de la mise en place qui augmente le tonus musculaire. Donc, il agit sur la diminution de ce collapsus pharyngé. Et la télémédecine, il y a la télémédecine et l'intelligence artificielle, surtout l'intelligence artificielle, elle est liée dans plusieurs parties, que ce soit dans le diagnostic, les appareils qui sont connectés par Wi-Fi, ou bien dans les CPAP actuels. Donc il y a cette intelligence artificielle qui intervient, et la télémédecine qui est apparue beaucoup plus après l'épisode de la Covid, donc qui est très développé. Actuellement, il y a beaucoup de médecins du sommeil qui font des consultations par cette télémédecine, donc que ce soit l'interrogatoire, que ce soit l'examen par les patchwork.
Et pour conclure, donc, je vais mettre juste un petit mot. Les avancées technologiques transforment profondément le traitement de l'apnée du sommeil. Elles ouvrent d'autres opportunités. Donc, actuellement, la prise en charge des patients, c'est une prise en charge personnalisée. Donc, il faut avoir beaucoup d'outils thérapeutiques et diagnostiques. Chaque patient est pris en charge en tant que patient et sans dire, par exemple, voilà, j'ai fait une CPAP pour ce patient parce que là, il est H30 à 35. Donc, même l'autre patient, si je lui donne une CPAP, ça va donner. Ça peut ne pas donner, que ce soit la maltolérance du patient, que ce soit